Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de BFM Politique, le rendez-vous d'actualité du dimanche midi proposé en partenariat avec la Tribune Dimanche. À mes côtés, Amandine Atalaya et Ludovic Vigogne pour vous interroger. Bonjour à vous deux. Bonjour Mila. Et derrière les écrans, les téléspectateurs, grâce à ce QR code qui va apparaître à la droite de l'écran, pourront aussi vous poser leurs questions. Nous les relayerons, ces questions, et je pense qu'elles seront nombreuses. Éric Coquerel, parce que l'on a tout entendu cette semaine sur la santé financière de la France, que le déficit sera plus important que prévu, qu'il va falloir faire des choix. Quand on parle de choix, on entend sacrifice sur les impôts, sur les salaires, sur les retraites, et chacun se demande ce qui va lui tomber dessus un peu l'an prochain. Est-ce que d'abord la situation de la France financièrement est si catastrophique que ça? Elle n'est pas si catastrophique que ça. La France n'est pas en faillite, d'accord? Sur une échelle de 1 à 10? La France n'est pas en faillite. 5, 6? C'est-à-dire que la France a de quoi, par exemple, aujourd'hui, assumer de payer ce qu'on appelle la charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts chaque année, d'accord? La question qui nous est posée, c'est plutôt, au nom de cette dette, de déficit qui a augmenté, qu'est-ce qu'on nous propose comme politique? C'est ça qu'on doit regarder. Oui, ça, on va y venir. Mais juste au regard de tous les chiffres qui ont été balancés dans le débat public cette semaine, les 100 milliards d'économies à faire, par exemple, d'ici à 2027, vous rassurez les gens qui nous écoutent, vous dites ça va. Non, je ne vous dis pas ça va. Je vous dis que ça ne peut pas être le seul critère qui nous permet de juger de la santé d'un pays, la question des déficits. On doit regarder, par exemple, la croissance, elle faiblit. On doit regarder, moi, ce qui me semble être la dette la plus importante, qui est la dette écologique, c'est-à-dire qui, elle, va frapper nos enfants, nos petits-enfants, et qui ne pourra pas être négociée ni autre, et qui a évidemment un lien avec les investissements nécessaires que nous ne mettons pas. Donc c'est plutôt ça que je regarde. C'est-à-dire que la politique qui nous est proposée depuis des années, c'est ça qui m'inquiète, c'est une politique qui vise à dire on baisse les dépenses publiques, et on fait des cadeaux fiscaux aux plus riches. Et du coup, on a un déficit. Je vous réponds juste. Ce qui me pose problème, c'est d'où vient ce déficit. C'est pas tant le chiffre en lui-même. La France a de quoi, je vous le dis, payer aujourd'hui. Par exemple, au mois d'août, il y a eu... J'ai du mal à comprendre ça parce que Jean-Luc Mélenchon compare la situation de la France à celle de la Grèce en 2010. Non, ce que Jean-Luc Mélenchon fait... C'était une situation absolument catastrophique qui a nécessité que l'Europe intervienne. Ce que Jean-Luc Mélenchon dit, c'est qu'il y a des critères à un moment donné qui permettent de dire, tiens, on va, pourquoi pas, faire intervenir le FMI en France, etc. Et moi, je crois que l'utilisation de ces chiffres, c'est plutôt fait pour nous faire avaler des politiques de rigueur, des politiques de baisse de dépenses publiques, plutôt que le chiffre en lui-même. Le chiffre en lui-même, encore une fois, au mois d'août dernier... Donc la Commission européenne ne va pas intervenir en France. Bien sûr, le FMI au mois d'août dernier, au mois d'août dernier, on a fait une levée des emprunts par rapport au marché financier. Il y a eu 2 fois plus de personnes qui ont voulu prêter à la France que des emprunts que nous souhaitions avoir. Et on a, encore une fois, fait des emprunts à un taux inférieur à l'inflation. Ça veut dire que la France est considérée en réalité, y compris par les marchés financiers, comme un des 15 pays les plus sûrs, tout simplement parce qu'il y a plein de critères. Je vous en donne un simplement. Rien que l'État a un patrimoine de 20 000 milliards d'euros. Donc, arrêtons de laisser penser que nous serions tout d'un coup en déficit. C'est comme si, moi je vous disais, quelqu'un qui a une richesse énorme et qui a une dette, mais qui a cette richesse sur laquelle s'appuie, il risque d'être en faillite. Bien évidemment, non, il a cette richesse qui existe. Donc ça, c'est les faits objectifs. Bon. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au nom de cette dette, on nous promet des politiques qui sont des politiques toujours plus de dépenses publiques. Et là où ça pose problème, c'est que les politiques qu'on veut nous imposer, l'an prochain, on nous parle de 30 milliards de baisse de dépenses publiques qu'il faudrait faire pour répondre, pour baisser le déficit. 30 milliards, c'est du sang et des larmes, juste pour comprendre. Je vais vous répondre. Non, mais juste pour comprendre, on va rentrer dans le détail après, Éric Coquerel. Si vous allez les chercher sur les raisons qui créent les déficits depuis des années dans ce pays, c'est-à-dire la baisse des recettes, et notamment la baisse des recettes à travers les cadeaux fiscaux aux plus riches de nos concitoyens. On reviendra à des chiffres tout à l'heure. C'est faisable. Mais si, comme aujourd'hui se prépare à le faire le gouvernement, vous allez le faire sur les dépenses publiques, sur la protection sociale, là, non seulement c'est un problème parce que nous ne répondrons pas aux besoins des Français en matière écologique, d'éducation, de santé, mais en plus de ça, figurez-vous, quand vous baissez les dépenses publiques, il faut bien que les téléspectateurs le comprennent, vous avez un effet récessif sur l'économie. D'accord? C'est-à-dire que, en réalité, vous freinez l'activité économique. Pour vulgariser,
on dépense moins, vous dites on crée moins de croissance. Ah bah c'est clair. Mais juste sur un point, la comparaison que fait Jean-Luc Mélenchon avec la Grèce, en disant attention, il peut se passer la même chose. C'est pas une comparaison sur l'état des comptes. Il n'est pas en train de dire que Bruno Le Maire ou que Emmanuel Macron ont maquillé les comptes de la France. C'est pas la cela qu'il s'agit. comparaison qu'il fait, c'est les menaces que l'on nous, que ce soit la oui, ça j'ai bien compris, Éric Coquerel. Ça, c'est ça la comparaison. C'est les menaces qu'on nous fait, et au nom de ces menaces, on va produire des politiques d'austérité qui ne vont faire qu'aggraver le problème. Ça j'ai bien compris. Voilà. Mais pour vous, les comptes ne sont pas faux, comme ça a été le cas en Grèce en 2010. Ah non, mais c'est plus compliqué. On va arrêter la comparaison. Non, mais c'est juste, si vous me dites non, les comptes ne sont pas faux, les comptes ne sont pas faux, mais on utilise ces comptes, un, pour faire peur, et deux, pour par contre produire des politiques qui, elles, sont mauvaises. C'est ça qui, aujourd'hui, est au cœur. Je le redis, si on veut baisser les déficits et permettre d'investir, on doit d'abord faire en sorte que l'État ait à nouveau plus de recettes. Cette année, les déficits augmentent parce qu'on a moins de recettes. On est malgré tout dans une situation d'endettement massif. Bruno Le Maire rappelait qu'au moment des crises, que ce soit les gilets jaunes, le Covid, la crise énergétique, tous les partis ont réclamé des mesures de pouvoir d'achat, y compris la France insoumise, supplémentaires. Est-ce que vous n'êtes pas aussi un peu responsable de la situation dans laquelle on est? Est-ce que c'est pas trop facile de mettre tout sur le dos de Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire? Bah écoutez, ils ont une politique économique qui mène. C'est pas nous qui la menons. Bon, cette politique économique, par exemple, et il l'assume. Bruno Le Maire, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il ne se cache pas derrière en expliquant qu'il fait l'inverse de ce qu'il applique. Bruno Le Maire et Emmanuel Macron ont l'idée que l'objectif central, c'est d'attirer les capitaux. Donc vous faites des cadeaux fiscaux au capital, comme jamais on a fait dans ce pays. Et vous venez de nous dire que ça fonctionne, puisqu'il y a des investisseurs qui sont prêts à acheter la dette française. Il faut bien se rendre compte d'une chose, juste à titre d'exemple. Les 500 plus grosses fortunes de ce pays, entre 2017 et 2024, elles ont vu la part de leur patrimoine doubler par rapport à la richesse nationale. On est passé de 20 à 45%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que 45 personnes dans ce pays ont 45% du patrimoine national. Ça, c'est le résultat de la politique d'Emmanuel Macron par différentes mesures fiscales qui ont avantagé le capital. Bien. Alors, ce que nous dit Bruno Le Maire, c'est que ces gens-là, en réalité, vous savez, c'est la fameuse phrase du chancelier allemand Helmut Schmidt, des années 80. Les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Alors, sauf que ça, on n'en voit pas trace. On ne voit pas trace. Le chômage qui a baissé. Le chômage a peut-être baissé, mais il reste un chômage de masse, quoi qu'on nous dise. L'emploi n'a pas une création d'emplois aussi mirifique que on nous dit si on retire les apprentis qui sont en augmentation et puis différentes mesures qui, à mon avis, améliorent les chiffres. Donc on n'a pas un effet. Et d'ailleurs, vous avez aujourd'hui des institutions comme France Stratégie qui travaillent pour Matignon, donc ils ne travaillent pas pour France Insoumise, qui vous expliquent que cette politique dite du ruissellement, on n'en voit pas d'impact en termes d'activité et en termes d'emploi. Donc il n'y a rien à sauver dans le bilan de Bruno Le Maire. Comment ? De ce que vous dites, il n'y a rien à sauver dans le bilan de Bruno Le Maire. Moi, je m'y oppose fortement. Je pense qu'il faut une politique qui fait trois choses. Un, par des réformes fiscales, fait en sorte de revenir sur ces cadeaux fiscaux qu'on a fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça nous coûte environ 60 milliards d'euros par an. S'il n'y avait pas eu ces 60 milliards, aujourd'hui, figurez-vous, on serait en dessous du 3% de déficit. Alors, je me permets, Michel Barnier a dit qu'il voulait davantage... Juste aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Oui. D'accord ? Une politique fiscale. Et deux, on fait en sorte d'avoir une politique qui transfère à nouveau la part des richesses produites du capital vers le travail, en augmentant les salaires, en augmentant les pensions des retraités, en augmentant tout ce qui découle du travail. Voilà ce qu'il faut faire. Ça aura un effet bénéfique sur l'activité économique, parce que les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils consomment, et ça aura en plus un effet bénéfique, y compris peut-être à terme sur les déficits. Éric Coquerel, donc de ce que je comprends, Bruno Le Maire, Emmanuel Macron, la politique mise en œuvre, à vos yeux, nous mène à là où on en est. Michel Barnier a été nommé. Amandine. Oui, parce que si je poursuis votre logique, Michel Barnier dit qu'il veut plus de justice fiscale. Alors, il n'a pas précisé, mais si par exemple il souhaite davantage d'impôts sur les plus riches ou sur les plus grandes entreprises, qu'est-ce qui vous empêche de travailler avec lui? Ah ben simplement, il ne le fera pas. Je vous l'annonce à l'avance. Ah, vous le savez? Ah mais oui, je prends l'engagement devant vous qu'il ne le fait pas. Mais alors comment vous comprenez plus de justice fiscale dans sa bouche? Je pense que, vous savez, on a le macronisme. Ça peut aussi être baisser les impôts des plus modestes. Le macronisme a commencé. La première loi qu'ils ont faite, c'est d'attaquer le code du travail. Ils nous ont dit c'est pour plus de protection des salariés. Donc à chaque fois, ils nous annoncent des choses et ils font l'inverse. Moi, je pense une chose, c'est que si Emmanuel Macron n'a pas nommé Lucie Castet et le nouveau Front Populaire, coalition arrivée en tête
aux Oui, d'accord, législatives. mais maintenant on est sur C'est Michel parce Barnier qu'il veut et poursuivre Premier cette ministre. politique. Il veut poursuivre cette politique. Et si M. Barnier est nommé aujourd'hui, c'est parce que M. Macron a l'assurance qu'il va poursuivre cette politique en faveur notamment du capital, des plus riches. Donc je vous le dis à l'avance, il n'y aura pas dans les propositions que fera M. Barnier, avec le prétexte de dire on ne touche pas aux impôts, comme si le toucher aux impôts des plus riches était toucher aux impôts de tous les Français, il n'y aura pas de proposition. Par contre, j'ai une crainte, c'est que par exemple, on augmente la TVA. C'est-à-dire qu'on aille en réalité augmenter l'impôt le plus injuste de façon à trouver certaines liquidités dont on a besoin. Mais moi, je vous le dis à l'avance, vous verrez, monsieur Barnier ne proposera pas les mesures que nous défendons au niveau du nouveau Front populaire. Mais vous avez échangé avec lui déjà? Non, mais c'est une logique. C'est une logique. Monsieur Barnier, attendez. Mais est-ce que vous l'avez eu au téléphone? Est-ce qu'il a essayé de vous joindre? Non, je n'ai pas eu Monsieur Barnier au téléphone. Parce que je précise que vous êtes président de la commission des finances de l'Assemblée et qu'en règle générale, le budget ne peut pas être voté contre vous ou dans votre dos. Est-ce qu'il a déjà pris contact avec vous, lui, ou l'un de ses conseillers? Son directeur de cabinet a pris contact, mais c'était pour m'interroger sur les délais de dépôt du budget devant le Parlement, mais rien de plus. Donc mais aucune idée du contenu pour l'instant. Attendez, Monsieur Barnier, je veux dire, on est ce que la politique nous fait, ce que les combats qu'on mène toute sa vie. Monsieur Barnier a toujours été, y compris quand il était commissaire européen, le défenseur d'une politique qui est aussi une politique de l'offre, de la compétitivité, qui n'est pas une politique de la demande, qui n'est pas une politique qui favorise les revenus du salaire. Donc, il m'étonnerait fort, alors même que M. Macron n'a pas voulu nommer Lucie Castet pour appliquer la politique que nous vous proposons, notamment celle, par exemple, d'aller chercher de l'argent là, sur ce qui nous coûte trop cher dans ce pays, c'est-à-dire les plus hauts revenus du capital, il m'étonnerait fort de partir sur une espèce de fiction où est-ce que si M. Barnier faisait la politique du Nouveau Front populaire, vous travailleriez avec lui? Si, bien sûr. S'il applique la politique du Nouveau Front populaire, qu'il applique notamment cette taxation, il n'y aurait pas de raison qu'on vote contre ces propositions. Mais je vous le dis à l'avance, ce n'est pas ce qui se passera. C'est intéressant. Voilà. S'il veut taxer les plus riches, vous voterez dans son sens. S'il prend des mesures qui sont celles qu'on applique, on va voter ces amendements. Une ouverture de votre part, mais je vous le dis. Oui, d'accord, mais retenez pas ce bout de phrase en disant Éric Coquerel a expliqué qu'il allait voter les propositions de M. Barnier. Non, je vous le dis à l'avance. Je vous dis simplement que M. Barnier ne le fera pas. Vous le disiez, on est dans une période de préparation budgétaire. Vous avez demandé à Matignon de vous remettre des documents à ce sujet. Est-ce que vous les avez reçus? Est-ce que vous les avez en votre possession? Non, on n'a pas reçu ce qu'on appelle les lettres de plafond. Je prends juste 30 secondes pour expliquer que c'est un peu... Oui, ça peut sembler comme ça un peu technique. Normalement, fin juillet, on reçoit ce qu'on appelle un document qui est un tiré à part, qui est le résumé de toutes les économies demandées à chaque ministère, mais quand même un peu détaillé, pour la loi de finances de l'année suivante. Bon, comme vous le savez, Emmanuel Macron n'a pas nommé le nouveau Front populaire, et là, il a commencé à laisser un gouvernement démissionnaire pendant 52 jours, en réalité, quand même, faire de la politique. On va mettre ça à côté. Donc, on n'a pas eu ce tir à part. Par contre, il y a eu des lettres de plafond envoyées au ministère. C'est-à-dire qu'on n'a rien reçu, nous, qui nous permettent, nous, parlementaires, de commencer à travailler, mais les ministères ont bien reçu des lettres de plafond qui leur proposent aujourd'hui, à ce stade, 15 milliards d'économies, et M. Le Maire pense qu'il va falloir peut-être que je vais essayer d'être encore plus vulgarisatrice, si vous permettez, Éric Coquerel. Les lettres plafond, c'est chaque ministère à qui on dit vous avez tant, vous ne pouvez pas les dépasser l'année prochaine. C'est tant de dépenses. C'est votre enveloppe. Et comme nous n'avons pas eu les tirs à part, on dit maintenant la plaisanterie a suffi. Donc, donnez-nous les lettres de plafond. Donc les ministères savent ce qu'ils peuvent dépenser, mais vous, en tant que président de la Commission des Finances, vous ne savez pas? Non, je sais la somme globale. On nous a quand même envoyé la somme globale. On sait qu'il y a 15 milliards en moins. Certains ministères qui sont sacrément amputés déjà, mais on n'a pas le détail. Or, je vais vous expliquer pourquoi c'est important d'avoir le détail. Vous allez comprendre tout de suite. Vous ne les avez pas aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on est dimanche 15 septembre, 12h16, par exemple, vous n'avez aucun document. Voilà, vous avez un ministère qui s'appelle la cohésion des territoires. Dans la cohésion des territoires, vous avez plein de choses, dont le logement, qui est une politique... Vous connaissez la situation catastrophique du logement en France, le fait qu'il n'y a jamais eu autant de demandes de logements sociaux et aussi peu de construction. Donc ça nous intéresse de savoir si la question du logement, par exemple, est impactée par la baisse de dépenses publiques au moment de la cohésion des territoires. Ça, nous ne l'avons pas. Et donc ce que nous avons dit avec Charles de Courson, qui est mon rapporteur général, c'est que si nous ne l'avons pas demain soir, nous irons à Matignon, puisque c'est à Matignon, chercher ces lettres de plafond. Vous en avez le droit? Allez à la Matignon. Vous en avez le droit? Alors oui, on a le droit théoriquement d'avoir tous les documents qui permettent de faire un budget. Alors là, je vous passe les détails sur la manière dont on peut imaginer ce que sont ces documents, puisque ce qu'on nous dit à chaque fois, et alors là c'est le serpent qui se mord la queue, c'est que vous comprenez, M. Barnier peut peut-être modifier ces documents, ces lettres de plafond, et donc si on vous les donne, c'est pas forcément ce qui sera appliqué. Oui, d'accord. Enfin, là, on n'est plus qu'à quelques jours
quoi qu'il en soit, ça aurait même dû être hier, de la transmission d'un budget, pour qu'on ait un budget à la fin de l'année, par exemple, au Conseil des finances publiques de M. Pierre Moscovici, pour qu'il le regarde. Et puis il y a un cheminement qui est prévu par la loi. À mon avis, ces lettres de plafond, moi je vous le dis, on ne va pas tellement s'en éloigner. Donc nous disons, nous parlementaires, nous avons le droit de les consulter. Et ça va se passer comment? Vous allez, si vous n'avez pas les documents demain soir, vous allez arriver à Matignon, vous allez sonner. Bien sûr. Et le Premier ministre doit vous ouvrir? Peut-être pas le Premier ministre. Je ne vais peut-être pas demander que le Premier ministre. Il y a des gens qui travaillent à Matignon, mais on va demander que Charles de Courson et moi, on va demander à avoir ces documents. Mais vous avez eu des contacts avec Matignon à ce sujet? Oui, ils le savent. Ils savent qu'on les veut. Donc mais peut-être que lundi soir, on les aura. Vous serez reçus ou pas? Ils vous ont répondu, a priori. À mon avis, on sera reçus. Après, on verra bien la réponse. Mais il faut bien comprendre que... Mais comment ça se passe? Je me mets honnêtement dans la tête d'un téléspectateur qui nous regarde, Éric Coquerel, Charles de Courson avec moi. Je viens chercher des documents. Et vous avez le droit d'ouvrir les bureaux et de chercher des documents. On a le droit. Alors, encore une fois, ça dépend là aussi de la manière dont on considère ces documents. Moi, théoriquement, je peux aller chercher tous les documents qui font en sorte, qui ont un lien avec le budget, en tant que président de la Commission des finances. Là, on peut nous dire, oui, mais vous comprenez, ces documents, en réalité... ils vont être changés, etc. On verra bien ce qu'on nous dit. Mais très sincèrement, d'un point de vue politique, et je le dis au Premier ministre, là, je profite d'être ici, je lui dis, il faut que lundi, il nous les transmette. Voilà. Je pense qu'il faut de la transparence. Il peut après accompagner en disant, attention, c'est peut-être pas les lettres de plafond finales qui seront envoyées. Ou alors, il nous dit une chose, moi je veux bien, c'est une autre réponse, il nous dit, je les déchire, et ça n'a plus aucun rapport avec le budget qui vous sera proposé. Mais ça, je ne le crois pas non plus. Je pense que ça va servir de base de travail au budget de M. Barnier. Ce budget, ça a pris du retard, ça on le sait tous et vous le dites. Est-ce que vous pensez, il est extrêmement compliqué à faire, on connaît la situation de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il est possible que ce budget ne soit pas voté? Édouard Philippe, par exemple, dit que ça semble être une possibilité et que la France peut aller dans le mur. Alors deux choses. Déjà, il va passer en commission des finances, ce budget. Que vous présidez. Que je préside. Et comme on a fait un gouvernement des perdants, c'est-à-dire un gouvernement des minoritaires, il est possible que ce gouvernement n'ait pas de majorité pour permettre qu'il sorte intact de ma commission. Vous allez tout réécrire? On va essayer de le réécrire profondément. D'accord. Bon. Et figurez-vous que déjà l'an dernier, il y avait déjà une majorité pour ça. Dans ma commission, on a voté pour 15 milliards de taxation du capital, notamment avec l'aide du MoDem. Ça a été rayé d'une plume par le 49.3, mais je pense qu'on va aller plus loin cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on va avoir, à mon avis, un budget qui va sortir, qui va s'approcher, par exemple, de certaines propositions du nouveau Front populaire. Bon. Là, à partir de là, le gouvernement a deux choix. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis dans une situation politique différente, parce que je n'ai pas de majorité, donc j'entends ce que me dit le Parlement, ça serait peut-être un respect de démocratie parlementaire qui serait peut-être pas si mal, et ce budget, je le prends modifié. On verra bien ce qui se passe. Deuxième choix, je ne veux pas entendre parler des modifications, et de ce point de vue-là, je remets au vote le budget non modifié, mon budget initial. Et là, il y a plusieurs cas de figure. 49.3, c'est-à-dire on le passe sans vote. Motion de censure, on verra bien ce que fera l'Assemblée, notamment les RN. Et puis l'autre possibilité, c'est de continuer, avec le risque, effectivement, d'être battu, ce que j'espère, ce que je suis pour battre ce budget, parce qu'il ne correspond pas au vote des Français, il ne correspond pas aux besoins des Français. Et dans ces cas-là, le gouvernement a plusieurs possibilités. Il peut faire voter une loi spéciale, ça s'appelle une loi spéciale, qui reprend le budget de l'an dernier. Je dis ça pour rassurer un peu les gens, parce qu'on n'en est pas au shutdown, vous savez. Les fonctionnaires seront payés, la France continuera de Il y a différentes mesures qui leur permettent, j'allais dire, d'aller jusqu'au bout, mais qui, inévitablement, indiquera qu'ils sont dans la passe, dans une situation de crise, parce qu'ils ont voulu appliquer à l'Assemblée nationale une politique qui est minoritaire dans le pays. Bon, encore une fois, ça dépend aussi de ce que fait Madame Le Pen. On verra bien si elle protège et elle défend finalement les tenants du système et une politique qui n'est vraiment pas en faveur de la plus grande masse de nos concitoyens. Alors on ne sait pas encore quelle sera l'identité du ministre de l'économie qui aura à défendre ce budget sur les bancs de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, Michel Barnier est en train de composer son gouvernement. Est-ce qu'il y a une personnalité qui trouvait basse à vos yeux, qui vous rassurait pour le ministère de l'économie et des finances, qui vous amènerait à réviser votre jugement? Non, parce que je pense que... Vous venez de parler de Charles de Courson, par exemple. Ah, mais Charles de Courson ne sera pas ministre. Non, je ne crois pas. Enfin, il n'y aura pas une personnalité pour une bonne raison, c'est qu'encore une fois, la question n'est pas la personne. La question, c'est le programme, le projet. Et donc le programme et le projet, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne crois pas tout d'un coup qu'on va avoir des inclinaisons vers une politique de la demande, vers une politique de relance des salaires, etc. Donc la question n'est pas la personne. Moi, j'essaye toujours d'avoir un rapport courtois et républicain avec les ministres des Finances, je l'ai eu avec Bruno Le Maire, qui me sont proposés. Ce qui ne m'empêche pas de m'opposer frontalement à leur politique. Et je pense que là, ça sera pareil. Mais si vous rencontriez Michel Barnier, ce serait peut-être
plus simple. Pourquoi est-ce que les communistes et les écologistes y sont prêts et pas vous? Parce que vous... Mais là, vous me parlez, moi, président de la Commission des finances ou LFI? Je parle des Insoumis, de la France Insoumise. Mais écoutez, là, la question ils sont prêts. Encore une fois, pour l'instant, ce que je constate, c'est que nos partenaires que les ont rencontrés ont été dire nous ne sommes pas d'accord avec votre nomination et nous ne sommes pas d'accord avec la politique que vous avez appliquée. Alors, est-ce qu'il faut se déplacer pour le dire? Bon, c'est un sujet, mais on dit la même chose. Voilà, c'est ce qui m'apparaît important. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que nous allons tous voter la motion de censure qui sera déposée une fois que M. Barnier aura fait son discours de politique générale. Éric Coquerel, vous restez avec nous. Dans quelques instants, on va rentrer dans le détail. Pouvoir d'achat, salaire, retraite. Suite du débat dans quelques instants dans BFM Politique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une femme qui a pas assez de réseau pour faire un live du match. Si, ça marche très bien, hein. Je suis chez Bouygues Télécom. C'est juste que là, on perd 7-0. En même temps, c'est joué pas en 4-4-2. Faites vos lives partout en France avec la 4 et 5G Bouygues Télécom. Pourquoi l'ordinaire devrait être la norme? Vous méritez plus. C'est votre monde. Nouveau Lexus LBX. Dès 349 € par mois, entretien inclus. Romain voulait plus de nature, de lumière et d'espace. Idéal en cas d'invasion de ses petits chevaliers. Avec son extension vitrée Gustave Rideau, Romain profite d'un nouvel espace de vie qui répond à toutes ses envies. Gustave Rideau, l'espace en plus qu'il vous faut. Gustave Rideau vous fait profiter d'offres complètement barrées. Our commitment is 2050. 2050. Nel año 2050. Je vous assure que nous atteindrons nos objectifs. Año 2050. 2050. Renault Scénic E-Tech 100% électrique. On a tout changé, sauf le nom. Borne de recharge et 2 mois de loyer offert. Portes ouvertes du 12 au 16 septembre. Quand on gère une entreprise, on a beaucoup à faire. Conto, c'est le compte pro qui simplifie vos finances. Facturer en un clic, c'est fait. Demander un financement, c'est fait. Conto, le compte pro qu'il vous faut. Conto, et c'est fait. Sans marque ni logo, sans nom et peut-être même sans pub, cette voiture touche le cœur de tous. Iconique et populaire, pot de yaourt adoré ou Dolce Vita incarné, pour chacun, cette voiture respire l'optimisme. Fiat 500 électrique à partir de 99 € par mois. Simple et simplement Fiat. Les amis, on me demande souvent si Comme J'aime c'est cher. Bah non, c'est à partir de 3,92 € par repas. 3,92 €. Franchement, je vous le dis, c'est moins cher qu'un sandwich. Pour ce prix-là, avec Comme J'aime, vous avez de vrais repas. Par exemple, des lasagnes avec un entremets au chocolat. Un couscous avec une crème vanille. Pour perdre du poids, sans se priver, sans se ruiner, faites Comme J'aime. À partir de 3,92 € par repas. Allez, rendez-vous sur commej'aime.fr, commej'aime.fr. Ou appelez le 0837 37 37. Franchement, c'est pas cher. Regardez les montagnes, les enfants. Pas dans la voiture. Papa. Oui, ma puce. On pourra revenir le week-end prochain. Bien sûr. Du 12 au 16 septembre, pendant les instants SUV de Volkswagen, profitez de 2 mois de loyer offerts sur le Taigo. Volkswagen. Interesting. Progressez en anglais avec Babel. La technologie va au-delà des effets spéciaux ou des plans de caméra épiques. Chut. C'est mon moment préféré. Elle offre de nouvelles perspectives surprenantes. Elle évoque des sentiments. Elle vous emmène là où vous ne pensiez pas pouvoir aller. Quand la technologie devient une extension de vous-même. Nouvelle Audi Q6 e-tron 100% électrique. Réservez votre essai exclusif chez votre partenaire. Lorsqu'on compare, pas de doute. En moyenne, Lidl est moins cher que Leclerc, Intermarché, U et Carrefour. Lidl, le vrai prix des bonnes choses.
nouvelle dimension à la ville avec le nouveau Nissan Qashqai e-Power. Defy Ordinary. Le nouveau Nissan Qashqai vous attend. En ce moment, profitez d'un financement à taux zéro. Être solidaire, c'est tout vous. Mais ce n'est pas toujours facile de savoir comment faire. Avec SFR, c'est simple. Notre fondation soutient Emmaüs Connect avec 800 000 gigas offerts chaque année pour lutter contre l'exclusion numérique. WeTech Care qui permet à plus d'1 million de personnes de s'initier aux nouvelles technologies. Ou encore Génération Numérique qui sensibilise 10 000 élèves par an aux usages du digital. Avec vous, SFR agit pour l'inclusion numérique. Salut, c'est Chris. Il y a 3 mois, j'ai découvert que j'étais obèse. Et ouais, j'étais obèse. J'ai beau avoir été 3 fois champion du monde de salsa, sportif, et pourtant, là, j'étais obèse. Franchement, j'étais sous le choc. Mais grâce à Comme J'aime aujourd'hui, c'est fini. J'ai déjà perdu 8 kilos. Je me sens en bien meilleure forme, c'est incroyable. Et en plus, c'est pas cher. Les repas sont à partir de 3,92 €. Je dis oui, oui, oui. Alors rendez-vous sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. Tu te sens pas trop seule là? Ça recommence. Pour faire face au harcèlement, AXA propose désormais une assistance psychologique et juridique dans son assurance scolaire. C'est ça, inventer l'assurance qui vous ressemble. AXA. Nouvelle Fiat 600, maintenant disponible en hybride. Fiat 600 hybride, à partir de 159 € par mois seulement. BFM TV, BFM Politique. Néla Latrousse. Toujours avec Éric Coquerel, président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale et député insoumis de la Seine-Saint-Denis, invité de BFM Politique en partenariat avec La Tribune dimanche. Je reviens sur ce que vous nous disiez il y a quelques instants, Éric Coquerel. Le budget tel qu'il sera réécrit par les députés pourra ressembler peu ou prou à ce que propose le nouveau Front populaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y aurait dedans ? Moi, taxation des hauts patrimoines, ouais, retour de l'ISF. Oui, je pense qu'on peut voter, on peut aller jusqu'à là. On peut voter le retour à l'exit tax dans la version première. On peut voter le une taxe sur les super dividendes. €. On peut voter, ça c'est autre chose, ça c'est par décret. Là, je parle des recettes pour l'instant. On peut voter une taxe sur les transactions financières. Si je vous dis ça, c'est que ma commission les a votés l'an dernier. Rendez-vous compte. Et là, cette fois-ci, on a un rapport de force plus important. Donc voilà, je pense qu'on peut, je ne dis pas que tout le programme du NFP, mais je pense qu'on peut décliner pas mal de mesures du programme du NFP, parce que mine de rien, quand même, dans l'Assemblée nationale, il y a quand même, à mon avis, une majorité de députés qui trouvent que trop, c'est trop, quoi. Ouais. Voilà. En général, quand on parle d'économie, de recettes, il y a un sujet qui revient invariablement sur la table, c'est celui du modèle social. C'est Bruno Le Maire, je crois, qui cette semaine devant vous évoquait le fait que les dépenses sociales représentaient pour 50% des dépenses publiques. Est-ce qu'il y a des économies à faire de ce côté-là? Je pense par exemple à la droite qui dit, bon, économie facile, l'aide médicale d'État. À peu près 1 milliard d'euros. Non, quand la droite dit ça, non, il n'y en a pas pour autant, enfin bon, qu'importe, il y en a pour beaucoup moins, mais quand la droite dit ça, c'est surtout un clin d'œil idéologique qui est raciste par rapport au programme du Rassemblement national pour dire on peut faire aussi bien. Parce que c'est pas parce que vous allez supprimer l'AME que vous allez récupérer beaucoup d'argent. Par contre, vous allez mettre en péril peut-être beaucoup de Français. Parce que je vous rappelle que les virus et les microbes, ça ignore et la couleur de peau et votre statut de savoir si vous êtes... C'est une aide qui est réservée à une partie des migrants. C'est une aide qui sert à soigner, à donner des soins à des gens qui sont sur le territoire. Et je pense que toute la population a intérêt à ce que ça perdure. Je dirais que c'est quand même quelque chose qui a un peu à voir avec notre devise. Liberté, égalité, fraternité. Donc, je pense que tout ça, c'est à la fois inutile, démagogique et raciste. Vous dites c'est un clin d'œil au Rassemblement national. L'argument de la droite, notamment au Sénat, c'est de dire que le coût augmente d'année en année. Ils évoquent plus 12% entre 2022 et aujourd'hui. Ils disent le nombre de bénéficiaires, c'est plus 43% depuis 2019. Et dans le même temps, près d'un Français sur deux renonce à se soigner. C'est ça l'argument qui est avancé par la droite. Mais vous ne pouvez pas dire... Parce que
plus d'un Français sur deux refuse à soigner, qui pose le problème de l'état de l'hôpital public, l'état du système de santé en France, qui, avant que des politiques, notamment proposées par la droite, sévissent, était le meilleur système de santé au monde. Vous ne pouvez pas dire pour ça que les responsables, c'est les quelques centaines de milliers de personnes dont très peu l'utilisent en réalité, qui ne sont pas régularisées dans ce pays. Enfin, vous voyez bien le décalage. La réalité, pourquoi notre système de santé est dans cet état? Parce qu'on a décidé d'appliquer à quelque chose qui devrait être fondamentalement un bien commun et quelque chose qu'on assure à tout le monde. C'est un peu la suite de ce qui s'est fait après le Conseil national de la résistance. On a décidé d'appliquer des mesures qui en réalité favorisent les profits, les cliniques privées, enfin, etc., etc. Donc c'est ça sur lequel il faut revenir. Arrêtons de laisser penser que c'est quelques centaines de milliers de personnes qui vivent sur le territoire qui en sont les responsables. Sur le thème de l'immigration, la piste d'un ministère de l'immigration a été évoquée et peut-être envisagée. Ça n'est pas très clair. S'il voit le jour, vous en penserez quoi? J'y serais fondamentalement opposé, parce qu'en fait, tout ça revient à quoi? Ça revient à dire que le problème dans notre pays serait l'immigration et même les étrangers, et puis même peut-être les descendants d'étrangers. Ou ça revient spécifiquement à s'y pencher, parce que c'est une préoccupation majeure des Français. Oui, non. Et que beaucoup d'entre eux, dans tous les sondages, c'est pas la préoccupation majeure des Français en numéro 1. Il y a le pouvoir d'achat et l'immigration. Voilà, c'est ce que. Et 11 millions d'électeurs, Rassemblement National. C'est ce qu'on entend à longueur de temps sur les médias, ce qui fait que comme vous avez une certaine influence, quelqu'un qui allume sa télé dans des zones rurales où il n'y a même pas d'étrangers, etc., se dit mince, c'est vraiment le problème numéro 1. Alors je vous le dis, je l'assume, le problème numéro 1 dans ce pays n'est pas la question de l'immigration. Et quand vous parlez à des secteurs même éclairés du patronat, ils vous expliquent même qu'en termes de main-d'œuvre, la France, en réalité, n'a pas suffisamment d'immigrés et de migrants, ou en tout cas, et nous ce que nous disons, c'est que les gens qui travaillent dans ce pays, parce qu'il y a un emploi qui est disponible, mais qui sont non régularisés, donc qui peuvent être exploités, donc qui peuvent baisser le prix du travail pour tout le monde, doivent être régularisés, et c'est ce que demandent aussi justement certains secteurs économiques, parce que c'est pas possible. Donc quand vous regardez à l'étranger, que vous voyez par exemple l'Allemagne, qui avec une coalition plutôt à gauche, serre la vis, avec un retour des contrôles aux frontières. Vous savez qui serre la vis après ne pas avoir serré la vis pendant des années. Donc on n'est pas dans la même situation que notre pays. Aujourd'hui, la France est très loin, il faut le savoir, d'être un des pays qui accueille le plus en Europe. C'est absolument pas vrai. Tous les chiffres le montrent. Donc je vous le dis, je vous le répète, le problème aujourd'hui en France, c'est plus ce que nous coûte à hauteur de dizaines de milliards d'euros le capital, je l'ai dit tout à l'heure, que les migrants dans ce pays. Ceux qui nous disent ça sont ceux qui veulent qu'on ignore le problème, c'est-à-dire qu'on ignore où partent les richesses de ce pays et qu'on a un problème de système. Donc, au lieu de regarder les financiers, ils nous disent de regarder les migrants. C'est vieux comme le monde et comme le capitalisme. Quand on parle du système social, Éric Coquerel, on entend dire aussi qu'il y a un problème de soutenabilité à long terme, parce qu'aujourd'hui, c'est un système social où c'est les actifs, de moins en moins nombreux, qui payent un modèle où il y a un vieillissement de la population, des retraites, qui pèsent pour un certain nombre de dépenses. Est-ce qu'il faut mettre les retraités à contribution, par exemple? Ils sont déjà à contribution, je vous fais remarquer. Évidemment. Je veux dire augmenter les cotisations ou, comme ça a été proposé, ne plus réindexer sur l'inflation pour les retraites les plus importantes. Je vais vous répondre globalement déjà. D'accord ? Oui, il y a une population qui vieillit, mais en même temps, nous produisons plus de richesses. En même temps, sur le temps long, nous avons une productivité beaucoup plus importante. Autrement dit, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette richesse produite ? Voilà. C'est pas... on produit plus de richesses, mais finalement, de façon à ce que certains en profitent et toujours les mêmes, on va aller faire en sorte qu'il y ait moins de protection sociale. Mais vous avez noté que ce n'était pas ma question. Ma question, c'était est-ce qu'il faut mettre à contribution les retraités ? Parce que notre pays était en ruine à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale et on a fait un système de protection sociale qui est unique au monde, qui est la sécurité sociale, ou presque unique au monde. D'accord ? Le système des retraites. Est-ce que notre pays, à votre avis, en termes de richesse produite, avait les moyens ou pas de le faire ? Bien évidemment, il l'avait moins qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons les moyens. En disant qu'il y avait eu un gouvernement d'union nationale aussi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La question n'est pas là, je vous parle d'un point de vue économique. Je vous dis que nous produisons suffisamment de richesses pour assurer le fait que, même s'il y en a plus aujourd'hui, les retraités continuent à partir à un âge décent qui leur assure de pouvoir bénéficier de leur retraite en bonne santé et d'être payés, par exemple, ce que nous proposons à minimum pour les retraites complètes au niveau du SMIC. Nous avons suffisamment de moyens et la question, c'est de savoir
où vous mettez les Donc moyens. votre réponse c'est non. Mettre à contribution les retraités, votre réponse c'est non. Attendez, non, et je vous réponds juste une chose. C'est que vous me dites que la protection sociale coûte très cher en France, d'accord? C'est des dépenses publiques et autres. Non, je vous dis que le modèle, c'est des gens qui travaillent, qui sont de moins en moins nombreux. Mais vous savez que sur cette question de dépenses publiques, de dépenses sur la protection sociale, il y en a beaucoup plus en France, par exemple, qu'aux Pays-Bas. Mais aux Pays-Bas, eh bien, il y a beaucoup plus de dépenses privées qui servent exactement à la même chose. Ça veut dire que les gens, en réalité, payent pour, justement, assurer, des fois de manière inégale, leur système de santé ou autre. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Nous avons décidé d'avoir un système public, un système égalitaire, un système qui ne laisse personne sur le côté, où on dit jamais à personne « tu ne peux pas payer, donc tu ne rentres pas dans tel ou tel hôpital ». Eh bien, ce système-là, nous avons, je vous le dis, au terme de richesse, les moyens de nous payer à partir du moment où on répartit la richesse autrement. Mais est-ce que c'est vraiment raisonnable de vouloir abroger la réforme des retraites adoptée l'an dernier et qui repose sur l'âge de départ à 64 ans, comme vous voulez le faire, alors que le régime est en déficit, que le déficit va encore s'aggraver d'ici 2030 ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on a les moyens de le faire ? Mais est-ce que c'est raisonnable d'avoir un système qui fait en sorte qu'on va revenir sur l'âge de la retraite en 1910 ? Alors qu'on produit je ne sais pas combien de plus de richesses dans ce pays. Est-ce que c'est raisonnable de revenir autant en arrière sur des conquêtes sociales qui ont été gagnées à des moments, encore une fois, où le pays était beaucoup moins riche qu'aujourd'hui? Moi, je ne crois pas. Je crois que les gens, ils ont le droit, après 40 années de cotisation, ils ont le droit d'avoir une retraite en bonne santé. Et si aujourd'hui l'espérance de vie augmente, eh bien ça a un lien avec le fait que les gens partent en bonne santé. Donc je vous le dis, oui, je pense que c'est raisonnable. Je pense que ce qui n'est pas raisonnable, c'est par exemple d'avoir un système qui va pousser les gens à travailler jusqu'à 64 ans, ce qui veut dire qu'en 2027, ce n'est pas mes chiffres, c'est les chiffres du corps, en 2027, on pense que le corps, c'est le Conseil d'orientation des retraites. Conseil d'orientation des retraites, excusez-moi d'utiliser des acronymes. En 2027, si on applique cette réforme des retraites, on va gagner environ 10 milliards d'euros. D'accord ? Mais ça va coûter 4,5 milliards d'euros pour une bonne raison, c'est qu'il y a des prestations sociales qui vont devoir être utilisées pour payer les gens qui ne sont pas encore en retraite, mais qui n'ont plus de travail, parce qu'on sait aussi comme ça que le travail des seniors, ça ne va pas se faire sur un claquement de doigts. Donc je vous dis, tout ça n'est pas raisonnable. Il faut regarder de manière plus globale les choses, il faut aller chercher les finances, et on sait où les trouver, pour faire en sorte que les gens continuent à partir à un âge décent, et ça aura beaucoup d'avantages, y compris pour l'économie. Le Rassemblement national propose d'abroger cette réforme dans le cadre de sa niche parlementaire le 31 octobre. Est-ce qu'il faut que les députés du nouveau Front populaire s'associent à cette démarche? Alors, vous posez un problème, je ne vais pas le contourner, c'est un problème éventuel de donner une victoire sociale à un mouvement qui, par ailleurs, sur sa politique, propose une politique économique qui est toujours, qui n'est pas très différente finalement de M. Macron, et de lui donner cette caution-là. Donc c'est un problème pour nous qui se pose bien. Et nous, ce que nous regardons aujourd'hui, c'est de faire en sorte que d'ici la fin de l'année, on puisse assurer de l'abroger, mais avec nos propres mesures que nous allons proposer. C'est-à-dire nous avons déjà demandé, par exemple, à M. Barnier de faire une séance extraordinaire dans laquelle nous mettrions l'abrogation de la réforme des retraites. Après tout, on peut peut-être espérer qu'il ait un réflexe démocratique en se disant que les partis qu'il propose étaient largement majoritaires aux législatives. Donc sur la proposition du RN, c'est sûr à 100%. Comme je ne crois pas que nous aurons ça, LFI va déposer dans sa propre niche, à la fin du mois de novembre, avec tout l'accord de ses partenaires, sa propre abrogation de la réforme des retraites. Et enfin, il y a une troisième façon de faire. Donc, pour bien comprendre, vous dites... Nous, on va déposer le texte fin novembre. Dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, par amendement, on peut aussi faire en sorte au moins de geler cette réforme. J'essaie d'éclairer... Pour ceux qui regardent, ce que vous êtes en train de dire. Vous dites, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer de l'abroger fin novembre, et c'est ce qui nous permettra de ne pas le voter. On l'abrogera avant la fin de l'année par quelque manière qu'il soit. Donc vous ne voterez pas le texte du Rassemblement national. Soit par des amendements au projet de loi de finances de la sécurité sociale. Donc vous ne voterez pas le texte du Rassemblement national. Vraisemblablement, on est plutôt parti là-dessus, même si nous n'avons pas pris notre décision définitive. Mais je vais vous dire une chose. Parce que les communistes sont ouverts à le voter, le texte du Rassemblement national. Le leurre du Rassemblement national. Qu'est-ce que vous dites aux communistes? Laissez-moi finir. Le leurre du Rassemblement national, c'est qu'ils vont proposer ça, imaginons, dans leur niche. Et vous savez qu'après, il faut que ça soit mis au calendrier au Sénat, où ils n'ont pas de groupe. Donc en réalité, si par exemple cette loi a été votée dans la niche du Rassemblement national, il n'y aurait en réalité aucune assurance qu'elle soit discutée après au Sénat, puisque M. Larcher a lui-même dit que ça ne serait pas le cas. Et comme le Rassemblement national n'a pas de groupe, imaginez que ça sera encore plus difficile. Donc la meilleure manière de faire, c'est de se donner deux possibilités. La niche que nous allons proposer, ou le moins qu'on puisse dire, c'est que nous avons une légitimité, parce que les formations politiques qui étaient du côté des salariés, des syndicats, des mobilisations, c'est les nôtres pour la faire passer à l'Assemblée nationale. Et puis,
une séance de rattrapage, mais qui sera peut-être la plus efficace si ça passe pas. C'est par des amendements au projet de loi de finances de la sécurité sociale, parce que ça, le Sénat est obligé de les examiner et qu'à la fin, ça revient à l'Assemblée. Donc d'ici la fin de l'année, je vous le dis, nous abrogerons cette réforme. Donc on a compris, vous ne voterez pas avec le Rassemblement national, il y aura votre propre texte. Amandine nous disait, les communistes, eux disent pourquoi pas voter avec Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous leur dites ? Ils ont dit ça quand ? Fabien Roussel, hier. Écoutez, j'attends de voir ce que dit le groupe communiste. Je ne suis pas certain que ce soit la position du groupe. Ludovic. Monsieur Roussel ne fait pas partie du groupe. Il n'est plus député, effectivement. Voilà, merci. Mardi, le bureau de l'Assemblée nationale se prononcera sur la demande de destitution du président de la République, qui est réclamée par la France Insoumise. Est-ce que c'est du cinéma, sachant que ça n'a aucune chance d'aboutir ? Ah non, non, c'est pas du cinéma du tout. D'abord, vous dites que ça n'a aucune chance d'aboutir. Il y a tout combat pour gagner un combat, il faut l'entamer. Vous êtes d'accord ? Beaucoup de vos, y compris vos partenaires, ne soutiennent pas votre démarche. Alors attendez, là-dessus aussi, puisque pour l'instant, nous allons proposer ça au bureau de l'Assemblée nationale. Il faut qu'on comprenne bien au bureau de l'Assemblée nationale, parce qu'il n'a pas la légitimité, nous n'allons pas proposer la destitution. Nous allons proposer que la destitution soit discutée en commission des lois. Pour l'instant, les écologistes nous disent oui. Le Parti communiste, le groupe communiste nous dit oui. Et les socialistes nous disent nous n'avons pas encore donné notre réponse. François Hollande, par exemple, dit non. Oui, mais François Hollande, alors c'est un peu la François Hollande, vous allez remarquer une chose, c'est que François Hollande n'est pas la direction du Parti socialiste. Non, mais sans les socialistes, on est d'accord, Éric Coquerel, ça passe pas au bureau. Si c'est le cas, oui, mais laissez-nous tenter de nous convaincre nos partenaires, non pas de destituer le président de la République, mais simplement qu'on puisse avoir la discussion en commission des lois, là où tous les groupes sont de manière. C'est eux qui font. Donc voilà ce que nous proposons, on verra bien ce qu'ils décident. Mais je vais vous dire une chose. À travers, outre le fait que je pense qu'il y a des étapes qui peuvent être franchies, et que, après tout, si l'Assemblée nationale, qui quelque part, j'allais dire, a eu un message pour le moins méprisant de la part du président de la République en décidant de nommer un groupe ultra minoritaire à la tête du gouvernement, c'est-à-dire il ne se soucie pas du tout de ce qu'est l'Assemblée nationale, de sa représentation nationale, et par-delà, c'est le suffrage universel. Je trouve que l'Assemblée nationale aurait, j'allais dire, il y a un côté défendre l'honneur de l'Assemblée nationale. Parce que ce qu'a fait le président de la République, c'est absolument antidémocratique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est la première fois sous la Ve République qu'un président de la République fait ça. Et donc, à partir de là, c'est normal que d'une manière ou d'une autre, on le mette en question, lui. Ça passe par ça. Et si après tout, si jamais il perd sur le budget, s'il ne veut pas nommer un gouvernement populaire, il estime que la solution soit la démission, où j'ai cru comprendre que certains, même dans son camp, estiment que finalement ça ne serait pas plus mal, eh bien, nous, ça nous va. Mais je pense que c'était important de pointer la responsabilité du président de la République. Vous croyez qu'il peut y avoir des élections anticipées, comme Marine Le Pen semble le penser, qu'Emmanuel Macron ne puisse pas aller au bout de son mandat, comme Édouard Philippe semble Aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que le problème, c'est Emmanuel Macron. Il a décidé la dissolution quand même à un moment quand même assez extraordinaire, quelques semaines avant les Jeux Olympiques. Bon. Après, il nous a fait lanterner pendant 52 jours sans gouvernement. Il nomme un gouvernement minoritaire, donc il met le pays dans une impasse. Et d'ailleurs, à mon avis, il révèle aussi une crise de régime terrible, qui est celui de la Ve République, raison pour laquelle, vous le savez, dans le programme, nous mettons la Sixième République par la Constituante, c'est-à-dire par le peuple. Mais le président de la République, ça devient... Si rien ne passe, si le budget ne passe pas, si on arrive à ne pas voter le budget, enfin à le battre plutôt, il y a un moment donné où on ne peut pas dissoudre l'Assemblée par le fait que ça ne peut pas être fait pendant un an. Pour vous, si donc Michel à un moment donné, Barnier oui, la tombe, question se posera. C'est la démission d'Emmanuel Macron la prochaine Bien étape. évidemment, la question se posera. Et donc faisons un peu de politique fiction. Emmanuel Macron tombe, il y a une présidentielle anticipée. Qui est votre candidat ? Écoutez, moi du côté, je veux donner mon point de vue parce que nous n'avons pas discuté de tout ça. C'est vous qui êtes l'invité, donc voilà. ça tombe bien. Vous le savez, ça fait pas mal de temps que je pense que Jean-Luc Mélenchon était notre meilleur candidat, y compris pour les années à venir. Alors, ça serait encore plus vrai aujourd'hui, c'est-à-dire si les élections présidentielles arrivaient maintenant. Voilà quel est mon choix. Mais quoi qu'il en soit, vous verrez, je pense que le candidat que nous choisirons, parce que ça dépend aussi de la décision de Jean-Luc, il l'a toujours dit, notamment en lien avec son âge, avec certaines choses, est-ce qu'il se sent encore capable, donc il l'avait toujours dit. Aujourd'hui, j'ai l'impression que oui, et moi je le crois aussi, mais nous aurons de toute façon un candidat qui sera capable d'aller au deuxième tour et qui sera capable de présider ce pays. Voilà ce qui m'importe. Jean-Luc Mélenchon doit être le candidat de tout le nouveau Front populaire ?
Écoutez, là, c'est des questions. On verra bien comment ça se passe. On n'en est pas là. J'imagine que vous avez préparé la suite, Éric Coquerel. Si la question se repose à ce moment-là, vous me réinviterez et on en discutera. Mais il peut être le candidat du nouveau Front populaire. Il peut y avoir un candidat unique. Moi, je souhaiterais en tout cas qu'on ait un candidat unique. Ouais. Bon, la question. Alors voilà, je souhaiterais qu'on ait un candidat unique du nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire étant une alliance et une unité sur un programme de rupture. J'insiste là-dessus parce que c'est pas l'unité pour l'unité, c'est un programme de rupture. Et à partir de là, il faudra choisir le meilleur candidat possible. Et pour vous, c'est Jean-Luc Mélenchon. Je trouve, écoutez, je ne sais pas si vous l'avez écouté hier encore à la Fête de l'Humanité, faire son discours. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est encore celui qui a le plus de possibilités de remporter l'élection et qui a la meilleure vision de ce que devrait faire notre pays. Voilà, je vous réponds aujourd'hui à l'instant. Alors, un autre homme pourrait lui faire concurrence. Vous voyez où je vais en venir. Monsieur Ruffin. D'accord. Que François s'égare, et ça me pose problème, parce que je l'estime, je le respecte, d'accord. Je l'ai dit, je le répète, je vais donner une anecdote. C'est moi qui, en 2017, avait dit à Jean-Luc Mélenchon de l'investir, alors qu'il ne voulait pas être investi par France Insoumise seul. C'est le seul à qui nous avons fait Donc voilà. Mais aujourd'hui, il s'égare. Pourquoi il s'égare? C'est que, d'abord, première chose, il divise au mauvais moment. Parce que moi, je me rappelle que la dernière fois que François a pris la parole, fin juillet, c'était pour dire la gauche est nulle. Sous-entendu, moi, je ne suis pas nul, mais la gauche est nulle. Elle n'est même pas capable de trouver le nom d'un Premier ministre. Ça tombait bien, c'était exactement le récit que voulait mettre M. Macron sur la table. Patatras, quelques heures après, on propose Lucie Castet. Bien. Et là, cette fois-ci, il nous dit, lui qui est le chantre d'une unité, trouve le moyen de nous attaquer de manière frontale et de manière, j'allais le dire, calomnieuse dans la manière dont il nous attaque. Donc déjà, c'est ça qui me pose problème. Après, je réponds sur le fond. Aujourd'hui, considérez que quand vous vous occupez de toutes les discriminations, toutes les inégalités, toute la rupture de l'égalité des droits qui fondent notre citoyenneté et notre nation, que subissent plusieurs millions de nos concitoyens qui, par ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'un côté un combat qui serait un combat antiraciste et pas un combat social, sont en réalité une des composantes essentielles aujourd'hui de ce qu'on appelle la classe ouvrière, en tout cas des travailleurs. Considérez que mais ça vaut de le comparer à Éric Zemmour quand même. Enfin, pardon. Je vous réponds. Considérez que parce qu'un mouvement de gauche dont c'est le rôle s'occupe de ça, combat le racisme, c'est du communautarisme. Excusez-moi, je crois entendre le printemps républicain. C'est-à-dire ceux-là même qui, depuis des années, nous disent, au nom d'un principe universaliste qui serait théorique, ceux qui dénoncent le racisme ou ceux qui en sont victimes et le disent, finalement, ce sont les racistes parce qu'ils nous renvoient à des différenciations de couleur de peau. C'est malheureusement ce qui se passe dans ce pays aiguillonné par l'extrême droite. Et donc, comment dire, penser que quand on fait ça, c'est du communautarisme. Je trouve que moi, ça dépasse mon entendement. Si nous ne prenons pas cette question essentielle, le racisme, c'est un phénomène social, c'est un phénomène global. Si nous ne le prenons pas en compte, très clair, alors en réalité, nous trahissons les promesses même de la République. Mais pour vous, François Ruffin a toujours sa place au sein du nouveau Front populaire. Il faudrait quand même qu'il revienne. Alors attendez, je vous le dis franchement, il faudrait quand même qu'il revienne fondamentalement sur ce qu'il vient de dire. Moi, ça me pose problème, vraiment problème. Voilà. Je le souhaite, je le souhaite. Moi, je fais de la politique, c'est pour essayer de convaincre les gens, alors y compris les camarades qui, à un moment donné, s'égarent. La seule chose qui m'inquiète, c'est que depuis quelques années, je regarde ceux qui commencent à s'égarer. Est-ce que vous lui demandez des excuses, Éric Coquerel? Et en général, ça s'arrête pas. Oui ou non? Vous lui demandez des excuses, François Ruffin? J'aimerais bien au moins qu'il reconnaisse qu'il a été trop loin, qu'il revienne sur ces questions. J'ai compris que pour l'instant, il ne le faisait pas. Et en plus, c'est une vision du monde du travail qui est fausse. Éric Coquerel. Le monde du travail aujourd'hui, c'est pas des bastions ouvriers qui seraient des bastions de personnes, entre guillemets, blanches qui risqueraient de voter entre nous, les RN. D'abord, c'est souvent l'abstention. Mais tous les gens qui sont dans les quartiers, vous reviendrez dans BFM Politique. Ils sont en première ligne. Et on aura qui sont essentiels de notre classe ouvrière. De nouveau de l'antiracisme. Merci d'avoir été l'invité de BFM Politique.